Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo incroyable. Incroyable pourquoi? Parce qu'on va un petit peu sortir du cercle fermé de One Piece et on va s'intéresser à quelque chose qui touche, disons en globalité, le monde du divertissement audiovisuel. Mais vu qu'on est sur Reverse Mountain, bien évidemment, c'est de One Piece dont il est question. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va se poser la question du fanservice dans One Piece. Alors déjà, sachez que je ne vais me reposer que sur le manga. C'est-à-dire que tout ce dont je vais parler, il faudra prendre en considération que c'est les images du manga qui doivent vous venir et pas celles de la série animée, du film ou des figurines ou je sais pas, des serviettes de bain, je sais pas. En bref, on ne parlera que du manga, on ne se questionnera que sur la place du fanservice dans le manga. Alors premièrement, j'ai tapé la fanservice définition et je vais vous lire la première définition que j'ai trouvée. Donc cette vidéo, elle va se baser sur cette définition qui pour moi est vraiment entièrement questionnable. Ce serait intéressant de faire une prochaine vidéo où j'essaierai d'aborder le sujet différemment. Mais pour cette vidéo là, on va partir de cette base là. Alors, le fanservice est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par le biais de situations à forte connotation sexuelle ou érotique. Alors, si vous voulez savoir pour moi ce qui me pose problème dans cette définition, déjà c'est le fait d'alimenter la passion des fans. Ça je trouve que c'est mal dit. J'ai vu plusieurs listes sur internet de différentes expressions entre guillemets du fanservice. Même sur cette page Wikipédia, ils essayent de faire une petite classification du fanservice avec par exemple le Gainax Bones, le fait de faire rebondir les seins, bref des trucs comme ça. Et je trouve que c'est peut-être un peu trop général. Ensuite, les contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés. Ça aussi c'est un truc qui me pose problème, parce que comment juger quelque chose qui est digressif ou superflu et surtout qui est destiné aux fans. Voilà. Par exemple dans Evangelion, il y a beaucoup de fans qui aiment Rei à Ayanami, et il y a une scène où on la voit nue. Mais du coup j'imagine que ça a dû faire plaisir aux fans, ça a alimenté leur passion, mais c'est ni digressif ni superflu. C'est une scène qui est assez importante pour Shinji et pour la relation entre les deux personnages, donc voilà. Je trouve cette définition assez mauvaise. Mais bon, j'en ai pas de meilleure, donc on va se baser sur celle-là. Alors déjà, pour faire cette vidéo, je suis allé sur des forums. C'est quelque chose que je fais très rarement parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Et surtout, ma durée de vie sur un forum est très courte. Je m'inscris et 2 semaines plus tard, j'y vais plus. Donc voilà. Et c'est souvent des gens qui expliquent pourquoi ils n'aiment pas One Piece et ils prennent comment dire, ils n'aiment pas One Piece à cause de ce qu'ils appellent le fanservice. Donc de ce qu'ils voient de l'extérieur. Et déjà, leur premier argument, c'est les fans de One Piece. Attention, je voulais déjà préciser qu'il n'y a pas que les gens qui n'aiment pas One Piece qui voient du fanservice. Il y a aussi des fans de One Piece comme moi qui peuvent, vous le verrez, voir un petit peu de fanservice. Mais voilà. Donc, je disais, les fans de One Piece, elles sont souvent, même presque, pas exclusivement, il y a beaucoup de fans qui sortent de ce modèle-là. Non, on va dire en gros il y a 2 modèles. Il y a un modèle où Oda fait des personnages assez créatifs, presque tous différents. Et il y a le deuxième modèle qui est celui qui est critiqué. C'est le modèle en gros de comment dire, le modèle d'une femme parfaite, enfin parfaite. Là encore c'est selon les points de vue. D'une femme attirante on va dire, avec une forte poitrine, une taille fine et des hanches assez cool, voilà. Et donc ils critiquent ça, ils disent que ça c'est du fan service. Alors là j'aurais peut-être un petit bémol à appliquer. C'est qu'en fait le fait de dessiner les femmes comme ça, c'est une intention d'auteur. En fait c'est Oda qui le veut, il fait pas ça pour attirer un public spécial, des fans de taille fine ou je sais pas. C'est lui qui veut faire comme ça. Dans les SBS, il le dit plusieurs fois.
Mon intention, c'est parce que moi j'aime j'aime les filles comme ça, du coup je les dessine comme ça avec des fortes poitrines, j'aime les gros seins. C'est ce qu'il dit, moi c'est pas ce que je dis. C'est ce qu'il dit lui, et du coup il a décidé de les dessiner comme ça. Là où c'est critiquable, c'est pour moi c'est du fait du manque d'originalité de l'auteur. Là, j'ai en tête le personnage de Rebecca dans One Piece, dans l'arc Dressrosa, qui a 16 ans, et qui est quand même assez pulmonairement pourvu, on va dire. Et c'est pas, entre guillemets, ça crée un décalage avec son âge et à quoi elle ressemble. Parce que ça aurait été peut-être mieux d'en faire un personnage plus entre guillemets réaliste vis-à-vis de ça. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les flashbacks. Dans un flashback où elle doit avoir 14 ans, enfin, elle aurait pu garder ce Kara design là, c'était pas dérangeant, c'était pas obligé de lui racheter 2 implants. Voilà. Ensuite, pour continuer dans les femmes, c'est surtout les personnages de Nami et Robin qui font beaucoup parler, ils disent oui, avant c'était des personnages intéressants, regardez, je vais bien choisir mon mot là, regardez l'épisode 11 et l'épisode 620, One Piece, pardon, Nami elle a pris 3 bonnets, tout ça. Donc déjà, ça c'est l'anime. C'est l'anime, je trouve ils exagèrent beaucoup trop ces traits-là. Hein. Enfin, en termes déjà de représentation, c'est-à-dire les angles de vue qu'ils prennent, c'est souvent pour mieux apprécier la chose, mais aussi en termes de Kara design, ils grossissent beaucoup trop, c'est flagrant. Hein. Donc ceux qui ne font que lire l'anime, allez voir le manga, vous verrez, c'est pas du tout la même chose, mais c'est beaucoup moins prononcé, voilà. Et donc ils disent que les personnages de Nami et Robin sont devenus des personnages inintéressants parce que Nami elle se balade en maillot de bain et un jean, même un short sur Dressrosa, bref. Et Robin, elle aussi, elle se balade en pareo, je crois que ça s'appelle, enfin une espèce de jupe, et elle a un petit décolleté, voilà. Mais le truc déjà c'est que enfin, pour moi ça renvoie à un autre problème, ça renvoie déjà au problème de la représentation de la femme et son rôle par exemple on va dire dans le shonen, parce que j'entends beaucoup parler de Nami, Robin, tout ça, mais bon, Zoro qui se balade torse nu, ça ne dérange personne, et surtout pas les hommes. Je pense que justement ça attire plus les femmes, et Sanji aussi qui se balade torse nu, les hommes ils trouvent ça normal, alors que les femmes peut-être ça les attire un peu plus. Et aussi par exemple, souvenez-vous, à la fin de Bisbee, on voit Frankie mais complètement imaginez si ça avait un personnage et un personnage féminin. La scène, je pense, tout le monde aurait créé fanservice tout ça, mais c'est parce que c'est un homme que ça ne choque personne. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que selon que le personnage soit un homme ou soit une femme, dans notre société, on a des visions différentes de ce que doit être la pudeur en quelque sorte. Parce que je vois beaucoup disent ouais Nami elle se déshabille tout ça, mais comme je vous l'ai dit, Zoro qui se bat torse nu ça ne dérange personne. Et surtout, il y a ce que ça entraîne, c'est notre point de vue de lecteur, c'est notre imaginaire entre guillemets de lecteur qui rend ces situations cheloues. Après, oui, je l'ai déjà dit, Oda il veut se faire plaisir avec ses personnages féminins, il leur met toujours des tenues qu'il aime bien, des tenues sympas, voilà. Par exemple, la tenue de Robin quand elle est avec le CP9 là, sa veste, je sais pas comment ça s'appelle, une veste jupe, je sais pas, aucune idée. Précisez-moi dans les commentaires. Mais voilà, donc je sais pas si je me suis fait comprendre. C'est que peut-être que pour le personnage féminin, en tant que lecteur de shonen, on est peut-être un regard un petit peu plus superficiel. Surtout que les personnages de Nami et Robin, c'est pas des personnages inintéressants. C'est des personnages qui ont un background développé, qui ont un passé développé, et je trouve ça malhonnête de mettre ça en confrontation avec leur physique. Voilà. Pas parce que est-ce que ce serait mieux si elles avaient des petites poitrines. Pour moi, ça changerait rien.
on aurait toujours Nami, notre navigatrice intelligente, maligne, un peu peureuse, ça, et Robin, aussi intelligente, archéologue, qui a une quête de savoir, tout ça. Ça ne changerait rien. C'est vraiment vis-à-vis de notre représentation de la femme. Voilà. Ensuite, il y a un autre point sur lequel les gens s'appuient pour dire que One Piece c'est du fanservice. C'est le personnage de Chopper, qui n'est qu'un personnage que pour faire du merchandising, entre guillemets, sortir des peluches, des figurines. J'ai dit que je n'en parlerai pas. Mais force est de constater que Chopper, c'est vrai, peut-être que Oda a mal joué son coup après l'ellipse en le faisant en lui donnant un aspect plus juvénile et peut-être un peu plus mignon, ce qui entraîne fatalement comment dire, le fait qu'il soit représenté plus mignon, bah forcément ça lui donne un aspect un peu plus mascotte. Et donc c'est souvent la mascotte qu'on va vendre. Par exemple dans Pokémon, la mascotte c'est Pikachu. Au fur et à mesure des générations, lui aussi il est devenu de plus en plus mignon. Regardez le Pikachu des premiers jeux Pokémon et celui de maintenant. Avant il était un peu gros, il était pas très mignon. Là il est vraiment calibré pour être mignon, c'est la définition du mignon. Donc voilà. Mais dans le manga, c'est pas un aspect qui ressort vraiment. Chopper, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas eu de moment très très fort, alors que dans la première partie du manga, il en a eu, il a eu ses combats déjà, il a eu aussi toute la petite histoire avec le docteur Hawkback sur Thriller-Back. Il y avait aussi son aspect monstrueux qui a complètement disparu du fait qu'il ait évolué, entre guillemets. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'il va nous donner là. Rappelons que quand même, ça fait que entre guillemets 20 tomes qu'on est sur le Nouveau Monde, qu'on a tout le temps de voir les personnages, on aura tout le temps de voir les personnages, j'espère, et que voilà, Oda, je pense, nous réserve des trucs super sympas. Et enfin, un truc assez récent, c'est le retour de certains personnages censés être morts. Alors ça déjà, c'est quelque chose qu'Oda il le fait depuis le début. Hein. Des personnages vaincus, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils reviennent dans l'histoire. Le premier exemple, c'est Baggy le clown. Après qu'il se battu, directement on a la mini-aventure pour voir comment il récupère son corps. Et hop, on le voit à l'Octane. Et après on le revoit tout au long de l'histoire. Il y a aussi des trucs que je trouve là par contre vraiment critiquables, ça je ne comprends pas. C'est quand tout fait en sorte que ces personnages sont morts, mais ils le sont pas. Il y a deux exemples qui, je pense, auraient été mieux si les personnages étaient morts. C'est Pell le faucon, quand il porte la bombe dans l'horloge, dans l'arc Alabasta, tout porte à croire qu'il meurt dans l'explosion. En fait, il revient, et peut-être pour un futur, peut-être qu'il sera plus intéressant, peut-être qu'il aura un rôle à jouer dans le futur. On sait qu'il y a la rêverie qui approche à grands pas, peut-être qu'il va accompagner Vivi pour cette réunion, mais pour moi ça justifie pas quand même, hein. Il y avait Shaka, il y avait plein d'autres personnages intéressants à développer, bref. Et surtout, il y a le personnage de Bonclay qui, rappelez-vous, après Impel Down, quand il s'échappe, lui il était resté pour pouvoir ouvrir les portes de la justice, et il doit se battre contre Magellan. Sauf qu'après, dans une mini-aventure, on voit qu'il est devenu le nouveau boss de Newcomer, je sais plus le nom, l'étage 5.5 en gros, là où tous les prisonniers, ou certains prisonniers plutôt, vivent en marge de la prison, quoi. En gros, c'est pas vraiment la prison, mais c'est dans la prison. Bref. Et justement, on voit qu'il est vivant. Là encore, c'est dommage parce que son sacrifice, il était fort. C'était un grand moment. C'était le deuxième sacrifice de Bonclay. Encore plus fort parce que là, il mourait, mais malheureusement, Oda n'a pas tué. Probablement parce qu'on va le revoir à l'avenir, c'est presque sûr. Mais bon, c'est dommage, ça aurait été plus fort. Même si le Nouveau Monde, pour l'instant, on commence à avoir des vrais morts ou des personnages qui ne reviennent pas. Je parle là de Vergo et Monet. Bon, même si c'est des personnages un peu excentrés, un peu secondaires, je trouve ça intéressant. J'espère qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont mourir au cours des batailles qu'on va voir.
Mais le personnage qui fait le plus parler de lui pour ça, c'est Sabo. Sabo que beaucoup voient comme un Ace 2.0, parce que d'une part c'est le frère de Luffy, voilà, et d'autre part c'est... Il a mangé le fruit de comment dire, le pyrofruit, voilà. Et beaucoup disent, ouais, Oda il a réintroduit, il a introduit à l'arc sur le flashback de Luffy comment elle s'appelle cette décharge, je sais plus. Bref, il l'a introduit dans cet arc pour pouvoir remplacer Ace après sa mort. Alors, il y a du vrai, il y a du faux, parce que déjà, Sabo c'est un personnage qui nous est entre guillemets introduit depuis bien plus longtemps, depuis le tome 20 en fait, enfin tome 19 je crois. Bref, quand on voit pour la première fois Ace, rappelez-vous sur son tatouage, il y a un A, un S barré, un C, un E. Le S barré en fait ça représente la signature de Sabo. Voilà. Et donc c'est un personnage qui Koda avait en tête je pense depuis longtemps et qu'il a décidé de réintroduire dans le flashback de Luffy. Mais après c'est vrai que juste après la mort de Ace, il vient, donc peut-être le ramener plus tard ça aurait été intéressant. Après moi j'ai pas encore, vu que je lis pas les scans, je n'ai pas toutes les clés de son retour. Je sais pas pourquoi il est là, je sais pas pourquoi il est revenu maintenant, je sais pas pourquoi il est pas venu sauver Ace, je sais rien en fait. Je sais juste qu'il est là. C'est vrai que son retour est peut-être un petit peu prématuré, mais bon, c'est peut-être pour introduire un truc avec les révolutionnaires, suivre les révolutionnaires du point de vue de Sabo, et donc voilà. Je vous ferai certainement une vidéo sur Sabo, une vidéo débat aussi sur son retour, quand j'aurai toutes les clés en main. Parce que moi je vous dis, j'ai bien aimé le retour de Sabo, ça m'a pas trop dérangé. Peut-être un peu plus le fait qu'il ait pris le pyrofruit, mais voilà. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au terme de la vidéo, j'ai repris les principaux arguments des personnes qui disent qu'il y a du fanservice dans One Piece, que One Piece n'est que du fanservice, que ça a changé, avant c'était pas ça, blablabla. J'espère vous avoir montré que il n'y a pas... Enfin, comme je l'ai dit, du point de vue de la définition, c'est très difficile de dire ça. Par exemple, il y a plein de trucs qu'on pourrait appeler fanservice, mais qui selon le lecteur, ça n'en sera pas. Par exemple, le fait de voir une scène de bain. Il y a une scène de bain, pardon, il y a une scène de bain, par exemple, après l'île d'un poisson, où c'est une petite scène humoristique, où après, elle donne un coup de jus à Sandy et Brooke, voilà. Donc le lecteur un petit peu taquin, un petit peu pervers, il va faire waouh, Nami elle est vraiment waouh, comme dirait un lecteur qui avait envoyé une question à Oda, j'aimerais bien boire à l'autre son bain. Mais moi par exemple, je m'en foutais en fait de la voir comme ça m'intéresse pas trop. Je voulais plus voir ce qui allait se passer et ce qu'elle allait dire. Donc voilà, je pense que je vous referai une vidéo sur le sujet parce que là j'ai beaucoup parlé. J'espère qu'il me suis fait comprendre. Et voilà, proposer des sujets de débat dans les commentaires, ça peut être intéressant. Moi je suis preneur, hein, ça me fait faire des vidéos et ça vous donne un petit peu mon avis sur One Piece. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à une prochaine fois. Salut!